On va faire un peu différemment. Maintenant, tu vas avoir des mots interdits. Voilà. Donc, Patrick, tu as 5 mots interdits, mais tu les connais pas. C'est pas la peine que je les note. Ah non, c'est pas la peine que tu les notes parce que sinon. Donc en fait, toi, tu sais qu'ils sont interdits. Ouais, moi, je sais je qu'ils ne sont dois interdits. pas les prononcer. Mais moi, je sais que tu vas les prononcer parce que je te connais un petit peu. Donc, c'est ça le thème de la saison 2. Ça s'appelle saison 2, les mots interdits. Voilà. Les mots interdits. Tu choisis les mots interdits en fonction de ton interlocuteur que tu connais. Tout à fait. D'accord. Donc, les mots interdits ont déjà été choisis. C'est assez vilain, ça. C'est vilain, c'est fourbe, mais ça nous ressemble, du coup. Bienvenue, Patrick. Bonjour, Jérémy. Et bienvenue dans la saison 2 de notre podcast No Bullshit. Bon, on va pas mentir à notre auditoire, on se connaît quand même plutôt pas mal depuis certaines années. Donc, moi, c'est avec un plaisir non dissimulé que je t'accueille aujourd'hui dans ce podcast. Je sais que ton emploi du temps est chargé, donc c'est sympa d'avoir pris le temps de venir nous voir. Saison 2 de ce podcast No Bullshit, qui sera un petit peu différente de la saison 1. Il y a quelque chose qui va rester et qui restera toujours, c'est ce buzzer. Voilà, exactement. Je vais t'expliquer les règles de cette saison 2 qui sont un peu différentes. La saison 1, c'était no bullshit. Quand l'interviewé bullshitait, je le buzzais. On va faire un peu différemment. Maintenant, tu vas avoir des mots interdits. Voilà. Donc, Patrick, tu as 5 mots interdits, mais tu les connais pas. C'est pas la peine que je les note. Ah non, c'est pas la peine que tu les notes parce que sinon. Donc en fait, toi, tu sais qu'ils sont interdits. Ouais, moi, je ne dois pas les prononcer. Mais moi, je sais que tu vas les prononcer parce que je te connais un petit peu. Et ces mots interdits vont nous emmener vers soit une question un petit peu pourrie d'entretien, soit des jeux un peu différents de la saison 1, mais qui sont pas des jeux où tu vas devoir te déguiser ou mettre une perruque. Dommage. Ça peut toujours s'arranger si tu veux. C'est parti. C'est parti. Non, qui sont des jeux plus autour des RH, tu vois. Et ça, je te laisserai les découvrir au fur et à mesure. Donc, c'est ça le thème de la saison 2. Ça s'appelle saison 2, les mots interdits. Voilà. Les mots interdits. Tu choisis les mots interdits en fonction de ton interlocuteur que tu connais. Tout à fait. D'accord. Donc, les mots interdits ont déjà été choisis. C'est assez vilain, ça. C'est vilain, c'est fourbe, mais ça nous ressemble, du coup. Pas mal. Pas mal. Bon, du coup, bienvenue Patrick. Ce buzzer, tu es libre de l'activer à foison et autant que tu veux. Si tu t'ennuies, si ma question t'ennuie, si tu estimes que tu passes pas un bon moment, si tu as juste envie de taper sur ce buzzer parce que tu as envie de me poser n'importe quelle question, j'y répondrai sans aucun détour et sans bullshit. Donc si je buzz, c'est soit pour dire que je m'ennuie, en fait, tu buzzes soit quand tu as pour envie de dire buzzer. que j'ai envie de poser, soit pour poser une question. N'importe laquelle. Je fais ce que je veux. Ce buzz est à ta disposition autant qu'à la mienne. Très bien. Ça te va ? On va essayer. C'est moi qui vais te présenter. On fait un peu les choses différemment dans ce podcast. Donc, c'est moi qui vais te présenter. Alors, j'avais plein de fiches que m'a préparé Nina, qui bosse énormément sur ce podcast. Je vais pas toutes les utiliser, mais ce qui ressort de ton parcours. Alors, toi, tu es né un 30 janvier, déjà. Pour ton info, c'est le jour où Charles Ier monte sur l'échafaud, mettant fin à une guerre civile entre le Parlement et le monarque en Angleterre. Voilà, alors toi qui aimes bien l'international, c'est pour toi. Tu es ce qu'on appelle un enfant sandwich. Tu es le troisième d'une famille de 5. Avant tes 10 ans, tu as déménagé 7 fois. Et est-ce qu'on se dit que c'est peut-être marqué un peu au fer rouge et que c'est ce qui lancera ton envie d'ailleurs, peut-être après ton envie d'international ? Tu as vécu dans 4 ou 5 pays ? 5 pays. 5 pays que sont Pays-Bas, France, Suisse, Écosse, États-Unis. Même si tu ne te définis pas comme un pur jus RH, tu as le parcours qu'on peut imaginer d'un RH qui est devenu et qui a grandi petit à petit en prenant des fonctions de plus en plus importantes pour arriver sur celle que tu as aujourd'hui. Et moi qui te connais, je te définis comme un atypique, mais dans le bon sens du terme, quelqu'un d'à part, avec une personnalité qu'on retrouve peu chez des DRH, avec alors une vraie sensibilité business, mais une vraie, parce qu'on a beaucoup de DRH qui se définissent, et ça va être un petit peu ce qu'on va se dire aujourd'hui, comme étant business. Mais toi, tu as une vraie sensibilité profonde business, qui fait que tu as un double poste aujourd'hui, et un poste business, donc tu vas nous parler, et un poste RH. Et surtout, pour moi, tu es ce RH qui a cette capacité à dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, à prendre des positions malgré le costume, malgré la belle coiffure, la belle présentation. Ouais, je suis un peu jaloux, moi, tu sais. Non, mais tu as cette capacité, tu vois, à dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais de manière souple et ronde, à prendre des positions qui sont un petit peu différentes de ce que peuvent penser le commun des mortels et de les assumer. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié chez toi. Voilà, je te le dis. Tu as vu que j'ai mis mon plus beau costume pour venir te voir. J'en ai plus, moi, tu sais. J'en ai un, il est sympa en plus, je le mets pour les mariages. Voilà. Donc si je veux te voir en costume, il faut que je me remarie. Ça ne plaira pas à mon épouse. Ça veut dire que tu m'inviterais potentiellement à ton mariage ? Oui. Ah, ça c'est sympa. Alors attends, je vais reprendre mon thème du jour. Je vais reprendre mon thème du jour. Le thème du jour qu'on a choisi avec toi, c'est RH et performance. Casser les codes pour rester à la table des décideurs.
C'est joli, hein. Et c'est inspirant. C'est joli. Alors, moi, ma première question, c'est que tu as un intitulé de poste qui est à rallonge, et ça, j'étais obligé de le noter, tu es EVP, CPO and Head of Exploratory and Healthcare Business. Donc, tu es poste un peu à rallonge dans une boîte ultra technique que seuls les passionnés finalement connaissent, parce que LinkSense, tu vas nous en parler, mais c'est les passionnés qui commandent. Qu'est-ce que tu fais? Alors, sachant qu'il manque quelque chose dans mon titre, Ouais. c'est que je suis aussi en charge de la stratégie du groupe. RH globalement? Non, stratégie de l'entreprise, stratégie groupe. Donc, EVP, bon, c'est pour Executive Vice President, ça, on s'en fiche. C'est sur la fiche de paye. Voilà, c'est la fiche de paye, c'est les émoluments. Ouais. Et je n'ai pas à me plaindre de mes émoluments. CPO pour Chief. Déjà, quand on dit émolument, c'est qu'on est vieux. Non, c'est qu'on est bien. C'est qu'on est bien. Sinon, on dit salaire. On est bien. On est bien. J'ai pas à me plaindre. Tant mieux. En fait, le fait d'avoir eu un parcours très international, le fait d'être allé dans différentes industries me permet ou m'a permis effectivement d'aujourd'hui considérer que je gagne correctement ma vie. Même si on en veut toujours plus. Enfin, en tout cas, ça aide toujours. Non, alors, tu verras, on va s'éloigner du thème très souvent. Pourquoi on en veut toujours plus? Et est-ce que ça ne crée pas un sentiment d'insuffisance permanente, de toujours vouloir plus? Alors, moi, ce qui m'a permis de tenir mes jobs toujours, c'est jamais jaloux. Parce que tu en vois. Tu considères parfois que certains de tes collaborateurs, de tes collègues ou même de tes chefs gagnent bien trop leur vie par rapport à ce que tu crois être leur contribution. Et donc, on en veut toujours plus parce que finalement, est-ce que... moi, je voyage assez peu en famille. Enfin, on voyage régulièrement. J'ai 4 enfants. Ouais. Que je connais. 4 garçons, t'en connais au moins 2. Ouais. J'ai 4 garçons qui sont tous soit étudiants, soit travaillent. De temps en temps, ce serait sympa de partir tous ensemble 3 semaines. On a fait un voyage très très sympa il y a quelques années quand nous habitions en Suisse. On est parti 3 semaines en Australie. Ouais. Tous les 6 avec mon épouse. C'est extraordinaire de faire ça. Ouais. Et ça coûte un peu d'argent. Bien sûr, mais c'est pour ça que tu le fais. J'adorerais faire ça tous les ans. Partir aux États-Unis 3 semaines, partir 2 semaines, je ne sais pas où. Je ne m'en donne pas les moyens, mais ça ne crée pas de frustration chez moi, je vis très bien avec. Okay. D'où toujours plus, mais en même temps, j'ai pas besoin de plus. Ouais, je comprends. La simplicité, mais avec la possibilité de. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, et tu fais quoi du coup? C'est quoi ton... si je reprends ma question de base, oui, pardon. Qu'est-ce que fais-tu dans la vie? Je me suis égaré. Donc, CPO pour Chief People Officer, c'est le terme un peu à la mode pour dire que je suis des RH monde. Ouais. Ensuite, Exploratory. Alors là, c'est intéressant. Depuis 1 an maintenant, on m'a confié, le précédent CEO, mais peu importe, m'a confié la responsabilité d'une toute petite équipe, 3 personnes, c'est vraiment tout petit, que je partage qui plus est pour une des personnes avec un autre membre de l'Excom, du comité exécutif, pour réfléchir aux nouveaux projets, aux nouveaux marchés, et aux nouvelles technologies. Donc là, juste à titre d'exemple, nous travaillons depuis 1 an, l'équipe travaille sur des batteries imprimées. L'idée étant, aujourd'hui, on a besoin de solutions recyclables totalement, ce qui est rarement le cas dans l'énergie, dans la batterie. Et deuxièmement, qui va permettre d'être simple d'utilisation dans un format assez réduit et d'avoir une puissance suffisante pour de temps en temps envoyer un signal. Okay. Aider à envoyer un signal. Donc ça, on travaille là-dessus. On est sur 4 minimum viable product. On est en train d'essayer de voir tant en interne qu'en externe si on peut vendre cette solution. Donc ça, c'est l'exploratory. C'est utile d'être RH quand ton passé d'RH te sert dans ce poste? Oui, et j'expliquerai pourquoi. Enfin, en tout cas, tant mon passé RH que qui je suis. Oui, ta personnalité. Ma personnalité. Donc, je vais parler d'abord des 2 autres responsabilités qui sont les miennes au-delà de la fonction RH et l'exploratory. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi, finalement, tout ça est intéressant pour moi. La stratégie donc, m'a été confiée depuis quelques mois maintenant, la stratégie du groupe. Donc, c'est aider l'ensemble de l'organisation à définir la stratégie. Mais à nouveau, dans toutes les sociétés, tu as une vision, tu as une stratégie. Le problème, c'est souvent deux choses. La culture. Tous les matins, la culture, elle mange la stratégie, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas le bon plan, ta culture d'entreprise va venir t'empêcher d'exécuter. Et c'est donc le deuxième sujet, c'est l'exécution de la stratégie. Pourquoi la culture d'entreprise t'empêche d'exécuter? Si j'ai des collaborateurs qui, pour des raisons X ou Y, dans une organisation donnée, qui ne sont pas
Alors, pardon, je vais mélanger français et anglais. Oui, Et mais tu c'est te pas par- tu te feras un petit peu chambrer en commentaire par C'est- les aigris. c'est pas par snobisme, Ouais. mais c'est parce que parfois je trouve que les mots en anglais portent plus de sens, enfin sont plus porteurs de sens. Ce qu'on appelle le accountability. Donc, est-ce que je suis responsable des Mm. choses? Si ça manque dans l'organisation, t'as beau avoir la plus belle stratégie du monde, si personne ne se sent accountable et si tes collaborateurs ne la mettent pas en œuvre, c'est des slides. Mm. C'est ce que j'appelle la culture qui va Mm. manger la stratégie. Deuxième sujet, c'est vraiment celui de l'exécution. Et en fait, beaucoup d'entreprises ont une stratégie, une vision, une stratégie à 5 ans, mais ont du mal à aligner l'ensemble des fonctions et des personnes à l'accomplissement de cette stratégie. Et ce qui est important, c'est en fait d'arriver à définir une discipline pour organisation par organisation, fonction par fonction, niveau hiérarchique par niveau hiérarchique, que le collaborateur sache en quoi il contribue à la vision stratégique, à la stratégie, et surtout ce qu'il a à faire. Mm. Un exemple tout bête, une société de recrutement, si tu dis je veux tripler mon chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent, comment tu déclines ça est-ce que tu as besoin de nouveaux produits, Mm. nouvelles offres? Mm. Est-ce que tu as besoin d'outils informatiques? Est-ce que tu as besoin d'une équipe commerciale? Comment tu vas faire ton commercial? Qui est ta cible? Alors tout ça, c'est évident. C'est ce que tout entrepreneur doit faire. Mais quand tu es une organisation de plus de au-delà de 10 personnes jusqu'à 100 000, Mm. en fait, c'est vraiment comment tu t'assures que l'ensemble de l'organisation Mm. tend vers le résultat. Ouais, bah, Et c'est ce qu'elle a à faire. C'est tout bête. C'est Ouais. le bon sens. Oui, oui, c'est la différence entre la stratégie et l'application, quoi. Donc c'est là où tu dis que C'est l'exécution. Ouais, je comprends. Ok. Et donc ça, et puis enfin, m'a été confiée la responsabilité depuis plusieurs mois maintenant d'une des business units. Nous avons 4 business units chez Linksense. Une business unit qui s'appelle Smart Card. J'expliquerai ensuite si ça t'intéresse. Une business unit qui est le gouvernement. Mm. Une business unit qui est l'IoT. Et la dernière business unit qui est le healthcare, la santé. Alors, pourquoi donc ma responsabilité, en fait, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe et en particulier un patron de BU qui me rapporte. Donc, je ne suis pas en permanence dans l'opérationnel et dans la conduite de l'activité. C'est le patron de la BU qui s'en occupe. Mais m'a été confiée cette responsabilité-là. Et c'est là où je vais faire le lien avec ta question sur le RH et finalement ma personnalité. Tout, de mon point de vue, n'est qu'une question de management et de leadership. Et un bon leader, j'espère que je le suis, en tout cas, semble-t-il, je suis reconnu comme tel dans mon organisation. L'enjeu, c'est comment je mets en mouvement les équipes, comment je les motive, comment je les organise. Est-ce que les rôles et responsabilités sont clairement définis et est-ce que le plan est défini? Après, que je ne sois pas un expert dans le commercial, que je ne sois pas un expert dans la R&D, que je ne sois pas un expert dans tel ou tel produit, je pense que c'est pas très, très grave. Est-ce que j'ai la bonne équipe, la bonne organisation et les rôles et responsabilités clairement définis? Alors, il se trouve que pour le healthcare, la santé, j'ai une petite expérience de ce marché-là parce que j'ai travaillé et dans la pharma et dans ce qu'on appelle le medical device. Donc, je connais les problématiques. En tant qu'RH, je sais très bien, j'ai été exposé aux problèmes de regulatory, j'ai été exposé aux problèmes de R&D dans ces métiers-là. Mais à nouveau, je ne suis pas un expert. Donc, la question, c'est faut-il nommer des experts dans les postes de direction ou faut-il nommer des bons managers? Ouais. Bah, c'est une vraie question. Est-ce que c'est fonction... Alors, j'avais demandé de la technicité que demande un poste. Un CTO, par exemple, va forcément être un bon expert, au-delà d'être un bon manager. C'est là où le RH est très soft, plus que hard, entre guillemets, dans sa fonction, à arriver à un certain niveau. Non? Oui, mais alors, tu peux très bien envisager qu'un CTO ne soit pas l'expert dans son domaine. La question, c'est un CTO ne peut pas maîtriser l'ensemble des produits, des techniques, des technologies qui sont dans son organisation. Enfin, si tu prends à nouveau des très grosses organisations, il n'est pas du tout expert dans tous les domaines. En revanche, est-il un bon leader? Est-il capable de poser les bonnes questions, de comprendre un minimum? Effectivement, pour un job de CTO, je ne mettrai pas un RH a priori. A priori. Après, faut toujours être surpris. Tout est possible. Est-ce que, alors du coup, ça me ramène vers une deuxième question que je me posais. Toi, tu as un ancrage très international et c'est pas un combat, mais le système franco-français, on connaît tous, hein, c'est quelque chose que déjà que tu n'as jamais pratiqué, tu as peu connu. Est-ce que le fait d'avoir eu un parcours très international, c'est parce que un truc ancré en toi dont on a parlé dès le début, ou c'est un combat d'un système franco-français où quoi qu'il arrive, tu n'aurais pas pu être heureux? Jolie question.
Probablement un peu des deux. Bah, d'abord, moi, j'ai besoin de bouger. Ouais. J'ai besoin de découvrir. J'ai besoin de comprendre l'autre. Ouais. Et l'autre, il peut être au coin de ta rue, il peut être dans ton équipe ou il peut être loin. Donc voilà, moi, enfant, comme tu l'as dit, on a pas mal bougé. Moi, j'ai grandi dans un environnement où papa, qui était ingénieur, nous disait toujours, Et maman, prof de français. ouais, Ouais, c'est ça. Hein. ouais, un ingénieur, une Très bon littéraire. équilibre. Donc un assez bel équilibre. Ils se complètent très très bien tous les deux. Mais il nous a toujours dit, lui, il est à la retraite depuis de nombreuses années maintenant. Un, vous devez parler l'anglais. Deux, probablement le chinois. Fait partie de ceux qui sont allés travailler en Chine, alors qu'à l'époque, la Chine était complètement fermée. Et donc, il nous a toujours poussé à l'international. Tu parles chinois? Non, bien évidemment non. Alors, parfois, ce que je raconte, c'est du chinois, Ouais, mais ça. je ne parle pas chinois. T'aurais pu, parce qu'il y a un groupe en plus derrière. Alors, on est détenu par des Chinois et je travaille pour faire simple, pour des fonds chinois aujourd'hui, c'est ça. fonds d'investissement chinois. Mais non, je me suis jamais mis au chinois. Mais il lui disait, peu importe le diplôme que vous ayez, vous pouvez avoir un diplôme d'une petite école de commerce, d'une petite université, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à travailler à l'international. Parce que c'est là que vous allez pouvoir... Donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là, et en plus, avec un certain nombre de valeurs, dont celle qui est le respect des autres, qui est de... entre guillemets, c'est très défendre la veuve et l'orphelin. Voilà. Donc ne pas être trop égoïste. C'est marrant parce que, quand on est sur des rôles des RH group, etc., quand on te connaît pas, en première approche, tu vois, tu as un peu une barrière. On pense que tu es plutôt conventionnel, un bon niveau de discours, un langage plutôt châtié, entre guillemets. Et en fait, quand on creuse, je trouve qu'il y a un tout autre personnage qui vient derrière. Est-ce que c'est aussi le fait d'avoir voyagé, d'avoir découvert, qui t'a changé? Est-ce que ça vient de ton éducation? Les deux? D'abord, T'es un peu chez le psy, là, en fait. Ouais, je vois ça. Non, mais c'est intéressant parce que ça joue sur la fonction, au final. C'est pour ça que je te pose ces questions. Clairement, oui, j'ai grandi probablement dans ce qu'on appellerait une CSP+, avec des codes, avec des règles. Mais en même temps, je suis plutôt un peu rebelle. C'est-à-dire que troisième d'une fratrie de 5, faut survivre. J'ai pas été maltraité. Hein. C'est pas le propos. Mais il faut sortir du lot, il faut créer sa place. Un. Deux, je comprends les règles, je sais appliquer les règles, mais fondamentalement, la règle m'ennuie. Donc, je ne suis pas rebelle au sens où je vais enfreindre toutes les lois. Je suis quelqu'un d'honnête. Enfin, je suis honnête, respectueux de la règle, mais en même temps, ça me fatigue. Moi, j'aime bien ce qui bouge. T'as un problème d'autorité, tu penses? Probablement. Ouais. Probablement que j'ai su exploiter positivement, mais fondamentalement, oui. Ce que je comprends. Moi, c'est vraiment le fondement de toute ma vie, le problème d'autorité. Ma mère me dit qu'elle m'a mis... j'ai fait Montessori jusqu'à mes 5 ans, je crois. Alors, c'est pas très loin, 5 ans, tu vois. Et elle me dit que ça vient de là. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Elle me dit, ta confiance en toi et ta capacité à prendre des décisions, ça vient de là et de notre éducation, où on t'a responsabilisé, entre guillemets, à faire des choix. Et ton problème d'autorité, ça vient de là aussi, tu vois. Moi, je me suis fait virer 2 fois du collège. J'étais dans des modèles où j'étais très insolent, etc. Tu vois. Alors, j'étais un peu insolent, mais plutôt malin, donc Pareil. je me débrouillais. Et j'ai toujours j'ai toujours testé les limites, mais je crois sans jamais... Je ne parle pas d'étudiant, j'ai probablement dépassé un certain nombre de limites, mais globalement, je ne dépasse pas les limites, mais je les teste en permanence, ou souvent, mais encore aujourd'hui, même si avec l'âge, tu t'en T'as perds. jamais fait de grosses conneries? Non, tu vois. C'est quoi une grosse connerie? Bah, c'est, je sais pas, tu finis au poste, quand t'es jeune, tu vois, alors oui, t'as fait des grosses conneries, visiblement, vu ta tête. Moi, j'en ai jamais fait, tu vois. Bah, tiens, c'est quoi ta grosse connerie? C'est quoi ta plus grosse connerie? Ah la vache, là j'ai fait le con. Là. Bah ouais, c'est toi qui as lancé le buzzer. Hein. Ma plus grosse connerie? Oh vache. T'as déjà été au poste? Non, jamais au poste. Je me suis... Alors, c'est plus récent, tu vois, donc... il faut amener un de mes fils à l'aéroport, c'est à Toulouse, je vais manifestement beaucoup trop vite,
La police, non, c'est pas très intéressant. Non, mais j'en ai probablement, mais je n'y ai pas réfléchi. Tu n'as pas tu vois, réfléchi? avant Bon, d'arriver. je reviendrai vers toi. Réfléchirai à ça. Je reviendrai Voilà. vers Mais toi. pour revenir à ta question sur, il y a l'autorité. Moi, alors, ce qui me caractérise, c'est le plaisir. Mhm. Que pour moi, le job doit être un plaisir. Donc, tu es un hédoniste. D'aucuns diraient un jouisseur. J'ai besoin d'avoir du plaisir. J'ai besoin de m'amuser. Alors, c'est très choquant quand on est DRH de dire il faut s'amuser. Ça devrait pas. Bah, un DRH, c'est pas marrant. Bah, c'est Enfin, Bah alors c'est pourquoi? C'est parce que les gens qui sont DRH sont chiants, ou c'est parce que c'est le métier qui rend parce qu'il est mal perçu, parce qu'il est mal découpé, parce qu'on fait tout et n'importe quoi quand on est DRH? Ça vient d'où? Je pense que l'insoutenable légèreté du DRH n'est pas acceptée. C'est-à-dire que le DRH ne doit pas être léger. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité dans l'inconscient et dans le conscient de l'organisation. Et puis, il doit virer du monde. Alors moi, c'est ma Si tu question. vires du monde, Est-ce que tu crois dois que pas être un guignol. Alors, c'est pas une fonction. Bah, je me suis posé cette question un jour, je l'ai vu aussi sur LinkedIn. On ne devrait pas externaliser le fait de virer des gens. C'est-à-dire qu'on décharge le DRH de cette fonction pour le laisser que sur du business, etc. Et toute la partie technique de sortir quelqu'un, c'est externalisé. Alors, c'est un concept intéressant. Ça l'est plus ou moins. C'est-à-dire que quand tu es... en certains cas, de toute façon, tu passes par un avocat. Et tu te fais aider. Mais c'est-à-dire que la personne en front, c'est toi. Oui et non, c'est-à-dire qu'il arrive dans certains cas plus compliqués que d'autres, Ouais. plus émotionnels, où ça se traite en avocat. Parce qu'à partir du moment où tu es représenté par un avocat à l'entreprise, théoriquement, c'est entre avocats que ça doit se passer. Donc, c'est une forme d'externalisation. Après, est-ce qu'il faudrait... Oui et non, c'est-à-dire que, d'abord, la personne qui sort quelqu'un, le manager, pas le RH. En tout cas, ça devrait être le manager. Dans ma vision idéalisée Dans ta vision, bien sûr. de l'organisation. C'est-à-dire que si tu as un problème avec un de tes collaborateurs, une de tes collaboratrices, que tu aies un RH ou pas, c'est ta décision. Ce qui est de pire dans les organisations et qu'on voit très souvent, c'est qu'en plus, le manager, là, il n'y a plus personne. Ah ben c'est la RH. Parce qu'il y a un problème de manager. Il y a un problème de En manager. fait, tout vient de là, j'ai l'impression. En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que tout vient du fait. Et c'était une question, les managers sont-ils vraiment armés pour jouer leur rôle, tu vois? Alors, je crains qu'ils ne le soient pas pour deux raisons. Un, c'est que manager est souvent, dans nombre d'organisations, la seule solution pour être promu. Oui, mais ça, c'est une porte ouverte maintenant de dire, oui, ça doit plus être une promo, etc. Mais c'est encore le cas. C'est encore le cas. Mais c'est marrant qu'on en parle autant. Enfin, non, c'est pas marrant, mais qu'on en parle autant et que ça soit toujours autant le cas. Donc ça, première chose. Deuxièmement, on va souvent choisir dans ces équipes le meilleur techniquement, plus que le meilleur manager. Qu'il en ait déjà les attributs ou le potentiel de les avoir. Mais est-ce que ça serait accepté qu'on prenne pas le meilleur techniquement de l'équipe et qu'on prenne un qui est un peu lambda dans l'équipe, mais qui a le potentiel d'être un bon manager, et on le met manager de cette personne qui était meilleure techniquement? Est-ce que ça serait accepté? Tu vois, c'est ça le truc aussi, dans cette mentalité qu'on a, nous, franco-française, c'est peut-être ça ou Je crains que tu n'aies raison, mais c'est une erreur. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait... Alors après, il faut très rapidement, et c'est pour ça que c'est la deuxième partie de ma réponse sur sont-ils prêts. C'est choisissons toujours le meilleur candidat. Et il y a des outils pour évaluer. On a fait Quel outil, par exemple? Une réunion ensemble avec Authentique sur le Hogan, par exemple, qui est Bah oui, je t'ai mis Hogan dans tes mots interdits, alors je te laisse finir. Tu l'as dit Hogan? Oui, bien sûr, tu l'as dit parce que je savais que tu allais le dire. Qu'est-ce que t'es vilain. Je te laisse finir ta Donc, démonstration. Il y a une sorte de test que je ne peux nommer, qui commence par H. Ah, mais c'est trop tard, tu l'as dit, maintenant tu vas passer à la trappe. Donc, qui te permet de voir le potentiel. Peut-il être un bon manager ou pas? Donc, je crois qu'il faut objectiver une partie de ses décisions, mais après, tu as raison. Il faut équiper le plus vite possible et l'aider en le formant et en l'onboardant pour qu'il soit très vite un manager non discutable et non discuté par ses équipes. Mais oui, il y a une mentalité. Et je voudrais juste terminer une question qui était sur l'international et est-ce que je lutte contre le système français? D'une certaine manière, oui, même si je ne suis pas sur des barricades. Je trouve que les groupes anglo-saxons, globalement, donnent plus de chance à des gens, peu importe leur diplôme, et c'est ce que j'adore. Oui, c'est-à-dire que les boîtes américaines
J'ai vu des patrons monde d'organisations qui n'étaient pas sortis de Polytechnique ou d'Harvard. Hmm. Et j'adore. Chose que tu vois pas, que tu verras Que pas. tu ne verras pas dans des grands groupes Bien sûr. plutôt français. Et ils vont généralement, enfin en tout cas moi j'ai eu la chance de bosser dans des organisations comme Motorola, devenu Freescale, qui donnaient la primeur au management avant l'expertise. Et en fait, bon, très classique, t'as d'un côté ce qu'ils appelaient l'échelle technique, et donc le type qui est un bon techno, qui veut faire absolument que de la techno, bah, tu le promeus dans son échelle technique. Celui qui peut faire du management devient manager. Et ça marchait plutôt pas mal. Ok. Alors, le jeu. C'est le jeu de tu préfères. Alors, Patrick, tu préfères être un bon manager. Ça va, et c'est une super. Je pensais que tu rigolais. C'est une super passerelle avec ce qu'on vient de se dire. Tu préfères être un bon manager mais un mauvais DRH ou un mauvais manager mais un bon DRH? Bon manager. Et un mauvais DRH? Si c'est comme ça que je dois être perçu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu préfères recruter un candidat brillant mais toxique ou un candidat moyen mais ultra loyal? Moyen, loyal. Au plus que simplement la loyauté. La loyauté, c'est pas panurge. Hein. Les moutons sont loyaux. Hein. Et quand tu les emmènes dans la falaise, ils y vont avec toi. Non, moyen ou lambda, enfin je sais pas comment, loyal, et surtout ce que je recherche toujours, probablement il y a une partie de projection, mais j'y crois sincèrement, c'est des personnes capables de challenger et de dire je suis pas d'accord, je ferai différemment. Avez-vous pensé à? Est-ce que C'est pour ça que la loyauté, c'est un joli mot. ça peut être même de la dévotion, tu vois, Voilà, si non, tu mais vas un donc, peu loin. non. Donc, ok. Je veux pas de ça. Donc tu préfères un candidat brillant mais toxique. Non, j'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit moyen, loyal, mais j'ai ajouté. Non, j'ai Tu poses des ajouté. questions. Non, là, tu fais moyen, loyal, mais capable Si de c'est garder possible. son esprit critique. C'est une demi-réponse, hein. Mais vas-y, je Je suis l'accepte. pas d'accord. Tu- Alors là, je m'inscris en faux. En faux. Tu préfères avoir un SIRH ultra performant mais que personne ne sait utiliser ou un truc archaïque mais que tout le monde adore? Voilà, t'es vache. T'es vache, et donc je vais pas citer le nom de mon outil parce que je pense qu'il fait partie des mots interdits. Non, Dommage. tu peux y aller. C'est une bonne question. Non, un SIRH hyper performant ou peu importe des outils, des process. Très sincèrement, avec l'équipe RH, chez LinkSense, nous avons mis en place des process qui sont peut-être pas toujours best in class, mais très très bons. Mais si c'est pour que derrière ce soit pas utilisé, la réponse est non, il vaut mieux pas. Donc il vaut mieux un SIRH archaïque que tout le monde utilise. Ok. Utilise plus qu'adore. Tu vois, enfin, adore, je m'en fiche. Pour être tout à fait transparent, je suis pas là pour être apprécié, Si on adore, on être utilise aimé. ces choses. Ouais, ok, Je suis ça pas va là pour ensemble. être aimé. Je comprends. Tu préfères un budget illimité pour le recrutement ou un budget illimité pour la formation? Elle est con, pardon. Je comprends pas la question. Enfin, si, je la comprends très bien. Si, t'as très bien compris, fais pas semblant. Les mots, je serais probablement plus pour le recrutement. Pour le recrutement? Ouais. Ok. Pourquoi? Je ne demande pas pourquoi. Moi, je te Parce laisse que la libre. formation, j'ai rien inventé sous le soleil, enfin rien de nouveau sous le soleil. Pour moi, la première des formations, le meilleur plan de développement, c'est dans le job. Alors, je sais que certains n'accrochent pas avec ce concept-là, mais j'ai toujours eu dans mes équipes des personnes que je crois, j'ai réussi à accompagner dans leur développement professionnel en leur donnant un peu plus de responsabilité, en leur donnant des projets et en essayant, plus ou moins bien, plus ou moins réussi, de les accompagner. Les formations, en classe ou autre, c'est bien, mais qu'en fais-tu, mon ami? Que fais-tu de tes talents? Que fais-tu de ta formation? Et on le sait tous. Si derrière, il n'y a pas un vrai plan, s'il n'y a pas une utilisation immédiate. Je vais te donner un exemple. Il y a 2 ans, chez LinkSense, pareil, j'avais beaucoup poussé pour qu'on travaille sur la mise en place de la gestion de projet. Donc, former les gens à la gestion de projet, machin. La personne chez nous en charge des projets, pas RH, hein, business, m'avait demandé si plusieurs membres de mon équipe pouvaient y participer. Moi, j'ai dit oui, parce que je soutiens la démarche, mais je ne suis pas convaincu que ça serve à quelque chose. Mais OK, j'accepte
le défi. Enfin, ce n'était pas un défi. Et j'ai 3 collaborateurs du siège, donc à des postes importants à responsabilité, qui sont allés passer pratiquement une semaine pour être certifiés Mmh. project management. Quand ils sont revenus les 3, j'ai mis en pratique ce que je crois être la bonne chose en leur demandant un projet, un. Le résultat, ça m'a coûté un peu d'argent. Ils n'en ont rien réellement fait. Est-ce que c'est parce que c'est un mauvais choix de formation? Oui, Ouais. en l'espèce, oui. Ouais. Donc c'est la formation ou c'est le choix des formations et l'application? Ou est-ce que c'est Pour indissociable en moi, fait? c'est les deux. Ouais, C'est les deux. C'est les deux. ok. Après, beaucoup de collaborateurs considèrent que se faire payer une formation, c'est important, c'est un outil de reconnaissance. Je ne dis pas non, Mm. mais je crois dans les formations où tu trimes. Tu prends l'exemple des MBA. Pourquoi les MBA, souvent, que ce soit dans certaines grandes écoles, grandes universités, ça marche? Il y a très peu de théorie. Mm. C'est pas de la formation. Ils en bavent. Mm. Voilà. Je suis pas pour qu'il y ait de la Ok. douleur partout. Bah alors du coup, c'est bien. J'ai 2 dernières questions et celles-là, elles sont plus soft et elles sont plus philosophiques. Tu as parlé de douleur. Tu préfères vivre dans un monde sans douleur ou sans plaisir? On Ah s'est un non, peu répondu tout à l'heure avec. ah ouais, moi, je ne peux pas vivre dans un monde sans plaisir. Est-ce que tu préfères vivre dans un monde sans émotion ou sans logique? J'ai besoin d'émotion. Ok, ça marche. Alors, merci. Avec plaisir. C'était le premier jeu. Il y en aura d'autres. Il y en aura un autre, on voit. Alors, question du coup, tu me parles d'émotion quand on est aussi focus business que toi tu l'es, quand on est aussi proche des circuits de décision business que toi tu l'es. Est-ce qu'on arrive à le coupler avec le care? Et ça va être un truc dont on va beaucoup parler parce que c'est un truc dont on parle beaucoup aujourd'hui. Le care versus le business, Mm. ça va ensemble, ça va pas ensemble. Non, faire une réponse de Normand, oui et non. Ça va ensemble de toute façon. C'est-à-dire que tu ne peux pas réussir dans le business si tu ne prends pas soin de tes collaborateurs. Et ça commence par le manager. Mais la première des choses, c'est pour être un bon manager, il faut aimer les gens. Hmm. Tu penses? Oui. Alors, aimer, en tout cas, je pense que c'est important. Aimer les gens, ça veut pas dire être béat d'admiration, ça veut pas dire être naïf. Hmm. Mais si tu veux réellement faire grandir une équipe, si tu veux réellement qu'elle performe, quel est ton job en tant que manager? Mettre en place les conditions qui vont leur permettre de réussir, adapter ton style de management à la situation et qui ils sont. Tu ne gères pas de la même façon un débutant qu'un expert qui a 50 ans. Hmm. Le débutant, tu vas lui dire quoi faire, voire même tu vas par moment prendre le stylo. L'expert de 50 ans, si tu lui dis, camarade, je vais t'expliquer comment faire ton job, ça va pas bien se passer. Tu n'as pas le même comportement en situation d'urgence, en situation où on est sur du long terme. Donc, mais pour arriver à ça, il faut de l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'autre, il faut arriver et pas appliquer des recettes de management que tu as appris dans des trainings, que la RH t'a fourni, qui sont, 1, 2, 3, voilà les actions à mener. Tu dois prendre soin de tes collaborateurs. Mais pourquoi j'ai un petit souci avec le care? Donc, il faut prendre soin de ses collaborateurs. Il faut prendre soin. Là où j'ai un souci avec le care, et il y a eu une évolution, j'allais dire dérive, très honnêtement, mais une évolution ces 10-15 dernières années, où le care, me semble-t-il, vu de ma fenêtre, a pris le pas sur le reste. Et donc, on a des RH qui sont devenus des Chief Happiness Officers. Il faut mettre une table de ping-pong, il faut mettre un baby, machin bidule. C'est pas ça, une entreprise. Je suis pas contre. J'adore jouer au flipper. Tout est une question d'équilibre, comme dans tout dans la C'est vie. une question en fait. d'équilibre et c'est une question, quel est l'objectif? L'objectif, in fine, en tout cas, je ne travaille pas pour une organisation non gouvernementale. Je travaille pour une entreprise qui doit avoir des résultats financiers et c'est la première des choses. En revanche, j'ai cette intime conviction que tu ne peux pas avoir une organisation qui performe sans que les collaborateurs s'y sentent plutôt bien. Et est-ce que tu penses que tu peux avoir une organisation qui performe en mettant que le care au cœur de ton organisation? Je n'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Est-ce que tu penses que si on donne ça à quelqu'un, il veut ça? Parce que c'est souvent, ça va souvent ensemble, de dire je vais mettre les gens dans des bonnes conditions, le maximum possible, et en fait, je m'aperçois que je peux plus leur parler de performance parce que ça va grappiller sur le care. Je peux plus leur parler d'extra mile, je peux plus leur parler de tous ces sujets-là parce qu'on va me dire non.
Ça grappille sur mon temps de vie, ça grappille sur mon bien-être dans la société, etc. Alors, est-ce que c'est la nature humaine? Est-ce autre chose? Mais on a tous tendance, si on nous offre des conditions parfaites, par moment, de considérer qu'effectivement, ça prend le pas sur la vie perso. Donc voilà, je n'y crois pas. Après, je suis probablement un vieux DRH ringard et les générations qui arrivent diront que non, tout Non, passe par parce le care. que... Bah non, parce Mais que t'es moi, chef d'entreprise. Ouais, Tu es chef d'entreprise. oui. On se connaît. Rebuzz-moi bien, là, parce que... Voilà. On se connaît. Je pense que tu es quelqu'un qui prend soin de ses collaborateurs. Mm. Mais la performance est importante. Moi, j'ai longtemps été un peu trop géo de Club Med. C'est-à-dire que... Chief Happiness Officer. Voilà, tout en gérant la boîte, tout en portant les collaborateurs vers de la performance, mais du coup, très orienté sur 100% de transport payé, 100% de mutuelle payé, le dernier vendredi du mois offert, vous sentez bien, et le mets vraiment au cœur, parce que moi, j'ai été élevé dans le fait de partager, tu vois, dans le fait que les... Voilà, Je crois qu'on partage des choses. Exactement. Et puis, nous, on est 10. Tu vois, donc, c'est beaucoup plus simple quand t'es 10 que quand t'es 100, 150, 200, etc., 3000. Mais... Petit à petit, la boîte s'est transformée parce qu'il a fallu répondre à des crises, parce qu'il a fallu répondre à des objectifs business. Moi, j'ai pas d'investisseurs, mais qui sont les miens, ceux de mon associé. Et du coup, on a transformé la boîte pour dire OK pour le care, ça restera un fondement, mais pas OK si ça grappille sur la performance, sur le fait l'extra mile, sur le fait de savoir qu'on fait des métiers cycliques. Parfois, il faut donner plus, parfois, il faut donner moins, mais il faut être capable de le comprendre. Faut être capable de comprendre que moi, j'ai pas de souci à ce que tu partes à 16h, 16h30. Enfin, et puis, je m'en fous, en fait. Ça me regarde pas. Par contre, quand il y a des coups de mou, je suis OK, mais quand il y a des coups de dur, t'es là. T'es là avec nous. Parce que nous, et t'es à fond. Voilà. Et t'es à fond. Et c'est pas négociable, t'es à fond. Et donc, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, tu le dis très bien, ça ne peut pas être que le care. Non. Le care seul... Ah, mais moi, je suis 100% aligné avec toi. Oui, je sais que c'est pas l'unanimité aujourd'hui et je m'en fous un peu. Parce que je n'ai pas à rentrer dans un moule, tu vois. Enfin, moi, je suis comme toi. Moi, je prends pas l'information telle qu'elle, comme toi. Ça, c'est ce qui te caractérise très fortement. On a déjà eu des longues discussions là-dessus. Toi comme moi, je prends pas l'information telle qu'elle. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas qu'on me dise c'est comme ça. Ou c'est la mode, etc. C'est pas une manière de fonctionner pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que le care en tant que pur care, une fois de plus, je crois être quelqu'un, enfin, c'est pas je crois. Si j'ai choisi la fonction RH, tu disais je suis atypique, j'ai fait un parcours classique de RH. C'est ta personnalité qui l'est moins. Même si elle peut le paraître comme ça. Mais je suis RH, c'est-à-dire que je suis plutôt empathique, je crois, je suis plutôt... mais d'abord la performance. Ouais. Et alors, du coup... tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le contexte économique, politique qu'on connaît, de retour au bureau, de tout ce qui va autour de ça. Comment t'imagines le métier évoluer, tu vois, dans les 5 années qui arrivent? Est-ce qu'on va rester est-ce qu'on va rester sur un truc très care? Moi, j'y crois pas tellement. Est-ce qu'on va repartir sur quelque chose d'extrêmement opposé? Est-ce qu'il va y avoir un entre-deux? Comment tu vois le truc évoluer? Si je savais, je serais pas là à discuter avec toi. J'aurais probablement été embauché, je sais pas où, pour faire des projections sur l'avenir et je serais très bien payé. Non, le mouvement de balancier, et on le voit avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis depuis plus d'un an, avant que Donald Trump ne soit élu, ça va encore plus s'accélérer. La question du travail à la maison, beaucoup de Big Tech ont commencé à dire retour au bureau, parce qu'à un moment donné, probablement que le care, qui était une réponse au Covid, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, toutes les entreprises, ou beaucoup d'entreprises l'ont mis en place parce qu'il fallait répondre à un problème qui était les gens ne pouvaient pas bosser. Ce n'était pas par pur philanthropisme, ou pur... Mais le retour au travail, je pense, va devenir la norme. Alors, une fois de plus, il faut trouver un bon équilibre parce que on s'est tous adaptés à cette situation. Mais pourquoi c'est pertinent de revenir au boulot? C'est qu'en fait, et tu le vois avec tes équipes, les moments de frottement, les moments où on va probablement s'engueuler. Moi, je ne suis pas contre les conflits. Je pense qu'il est important dans une organisation d'avoir des conflits. Après, il faut savoir les gérer. La question, c'est comment tu les gères. Mais avoir ces moments ensemble, qui ne sont pas que des moments de joie où on va jouer au flipper, c'est clé. Ça génère de la performance. Voilà. Ensuite, comme tu le sais, aux États-Unis, tu as un mouvement de balancier sur toutes les questions de D&I, où probablement nombre d'entreprises sont allées peut-être un peu loin,
Ce qui ne veut pas dire que... je ne crois pas que le message venant aujourd'hui des États-Unis, c'est on ne veut plus de diversité. La question, c'est qu'est-ce qui prend le pas, le care, la diversité ou fondamentalement la performance? Je te la garderai pas. J'avais mis performance, bien entendu, ça fait plusieurs fois, mais Oh là, j'attendais t'es que tu l'aies vilain, dit au là. moins 5 fois. Non, mais là- J'attendais que tu l'aies dit au moins 5 fois. Alors, c'est assez vilain parce qu'il me semble que c'est la tagline de notre discussion performance. Donc là, J'ai attendu que tu le dises au moins 5 Ouais. fois. donc j'ai un nouveau jeu. Non, bah finis ce que tu dis si tu veux. Non, mais c'est toujours ces questions d'équilibre. Et à partir du moment où on perd de vue qu'on est d'abord là pour la performance de l'organisation et quelles sont les conditions pour créer cette performance. D&I, je suis pro D&I depuis des années. J'ai été sponsor chez Smith & Nephew du projet mondial. Chez Linksense, on a travaillé sur le sujet. Pour moi, en quoi le D&I est important? C'est parce que c'est un des facteurs de performance. Avoir des opinions diverses, avoir donc des histoires diverses, avoir peu importe, des cultures diverses, fait que je vais être meilleur. Le sujet, c'est pas est-ce que j'ai assez d'Indiens, de Chinois dans mon organisation. Les quotas, de mon point de vue, ne font pas sens. Je sais que ça va être repris, ça va être polémique, mais c'est pas le sujet. Les quotas obligatoires pour la diversité en entreprise, pour ou contre? C'est dans le prochain jeu à venir. Contre. Bah, tu vois, c'est dans le pour ou contre qui arrive. Contre. Ouais. Contre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser sur le sujet. Il ne veut pas dire que la question, typiquement, théoriquement, des conseils d'administration, de la représentation des femmes, des hommes dans l'organisation, ce n'est pas un sujet. Mais de décréter « je veux 50%, ce que fait le législateur, je ne suis pas adepte. Ouais, alors okay. Après, d'aucuns te diront « oui, mais si tu ne fais pas ça, les entreprises ne le feront pas ». Mais je suis plutôt contre. Voilà. J'ai vécu les désastres, enfin juste comme je suis un vieux de la vieille, moi j'ai vécu le désastre dans les boîtes américaines, des quotas. Il y a du bon. Malheureusement, j'ai vu des dérives où l'organisation commençait à dire ce qui est la pire des choses. Ouais, mais lui, il a été nommé parce qu'il est noir. Elle a été nommée parce que c'est une femme. Ouais, bien sûr. Et c'est-à-dire qu'en fait, avec le quota, on crée ce sentiment que la personne n'est pas compétente, mais qu'elle a eu le job parce qu'elle est quelque chose. Il n'y a rien de pire. Ouais, je suis d'accord. Bah, pour ou contre? Pour ou contre? C'est le nouveau jeu, pour ou contre. Tu vas avoir ton animal totem à un moment, t'inquiète pas. Alors, est-ce que tu es pour ou contre la semaine de 4 jours? Non, plutôt contre. Après ça dépend des contextes. Les cadres, une fois de plus, une réponse de Normand générale. Mais non, mais ça dépend du contexte. Si ta boîte, tu performes et tu surperformes, parce que tu es en croissance sur le bon marché avec la bonne techno. Mais ça, tu ne le seras pas toute ta vie. C'est-à-dire que là, tu mets la semaine de 4 jours, tu surperformes. Pendant cette période-là. 6 mois après, puis un an après, après. tu reviens en cause. Tu peux pas. Peux-tu remettre en cause? Ouais. Et ben donc, tu as la réponse à ma question, c'est plutôt contre. Retour obligatoire au bureau 5 jours sur 5. Non. Entreprise sans hiérarchie, organisation totalement libérée. Alors, pareil, non, j'y crois pas. Ok. C'est très joli, mais j'y crois pas. Fin du CDI, tout le monde en freelance. Ça me fait pas envie. Contre. Un droit à la déconnexion. Je vais répondre pour toi. Un droit à la déconnexion qui empêche d'envoyer des mails après 18h. Pareil, non. Oui, c'est important de protéger les collaborateurs, mais ça commence par le manager. Il m'arrive que très, très, très rarement d'écrire à mes collaborateurs après une certaine heure, plutôt tardive. Mais c'est clair avec eux que je n'attends pas de réponse avant le lendemain matin. Pareil pour les week-ends. Je pourrais écrire des centaines d'emails et attendre une réponse dans la minute. C'est clair avec mes collaborateurs. Et ils ne me répondent jamais, ou très très rarement pendant le week-end. Voilà. Donc, par principe, si c'est pour protéger les salariés, la réponse sera oui. Et je trouve que toutes les mesures de ce type, c'est qu'il n'y a pas un bon management, en fait. Ouais. Bon, celle-là, c'est juste pour... Licenciement collectif annoncé par mail. Pour ou contre? Bon. Bien évidemment contre, mais je pense qu'on doit pouvoir faire encore mieux. C'est envoyer une vidéo faite deepfake ouais, avec Emmanuel Macron et qui vire tout le monde, et Vladimir Zelensky qui vire tout le monde. Ouais. Et Trump. You're fired. C'est marrant. Donc contre. Un congé paternité aussi long que le congé maternité. Plutôt pour. Des salaires transparents dans toute l'entreprise. Plutôt contre. Moi, je parlais avec Jean-Claude, le DGRH de L'Oréal, qui me disait que ça rend les gens malheureux, finalement. Ce qu'on cherche de transparence rend les gens malheureux. Je crois que je l'ai dit en tout début de notre discussion. Ouais. Je ne suis pas jaloux. Ouais.
Puisqu'on parlait de la Ouais, mais rémunération. ça, ce qui n'est pas une mentalité Mais franco-française. c'est une des responsabilités de la fonction RH qui est une des plus dures à porter. Ouais. C'est qu'ils savent ce que gagnent les autres. Et si tu n'as pas cette maturité, si tu n'es pas capable de te distancier de ce truc, tu deviens malheureux. Donc, j'aime beaucoup ce qu'a dit Jean-Claude, c'est ça? Non. Ça rend les gens malheureux. Ça rend les gens soit jaloux, soit aigris, soit frustrés. What is the point? À quoi ça sert? Donc non. Ok. Après, qu'il faille des grilles, qu'on communique, pourquoi pas? Mais il y a la confiance, il n'y a pas la confiance. Recruter un cadre dirigeant uniquement sur la base d'un assessment de personnalité sans le rencontrer. Oh bon non, contre. Ok. Payer les salariés, dernière question, en fonction de leur impact et pas de leur poste. Ah ça, c'est une super question, j'adorerais. Mais celui qui sait mettre en équation l'impact, Dans l'idée, oui. Dans l'application, je ne sais pas faire. Ouais. Donc et normalement, le poste est censé, si tu fais bien ton job de définition d'un poste et des missions du rôle, tu sais définir c'est ce qu'on a fait chez LinkSense, avec là aussi plus ou moins de bonheur, mais c'est définir quel est l'impact, quelles sont les responsabilités. C'est ce que les conventions collectives sont censées t'aider à faire. C'est quel est ton impact. Mais bon. Quel est ton animal On arrive à la fin, tu sais déjà, Patrick, ça fait déjà 45-50 minutes qu'on parle. Déjà? Ouais. Qu'est-ce que t'es bavard? C'est atroce. C'est un peu le camembert qui dit Roquefort, tu pues. Hein. Tu connais Non. Bon, c'est quoi ton animal totem? Je sais que... La grenouille. La grenouille? Ça, Parce que t'as une grande bouche? Alors, le vilain, j'avais pas pensé. J'ai une grande gueule, c'est possible. Une très grande gueule. Non, la grenouille, pourquoi? Alors, il y a trois raisons. La première, c'est que symboliquement, c'est un animal qui symbolise dans plusieurs cultures la transformation, la résurrection, mais n'y vois pas une connotation religieuse du tout, mais c'est le fait de pouvoir en fait rebondir, de recommencer. C'est souvent un animal qui renvoie à la sagesse. Et, pourquoi la sagesse, la grenouille? Je ne sais pas t'expliquer précisément, mais c'est un animal qui est considéré comme plutôt sage et surtout qui comprend les mystères de la vie. Donc ça me plaît beaucoup. Première raison. Donc c'est plutôt les cultures asiatiques en fait, auxquelles je renvoie. T'es proche de la culture asiatique? Ou elle t'inspire peut-être? Oui, il y a des dimensions dans la culture asiatique qui m'inspirent beaucoup. Et en particulier, même si on peut philosophiquement débattre, est-ce que ça va pas trop loin, mais l'idée d'accepter ce qui se passe. Tu sais, moi, ma femme est eurasienne, donc j'ai appris avec elle à ne pas commenter les choses sur lesquelles j'ai pas d'impact. T'as aucun contrôle. Donc, par exemple, dire oh, fait chier, il pleut. Bon, non, prends-le comme un signe du ciel. Les plantes vont être arrosées, nourries, enfin, tu vois. Et donc ça, moi, ça me plaît. Alors, on a parlé de la culture anglo-saxonne et il y a beaucoup de choses qui m'attirent. Mais la relation au temps, la relation à la famille, au sens général du terme, la relation à ce qui se passe, et donc accepter. Alors après, tu peux dire, oui, mais c'est une façon de rendre les gens plus esclaves de leur situation. Donc, c'est plus des rebelles. On peut débattre oui, politiquement, je comprends. Mais ça me plaît. Donc ça, c'était première raison. Deuxième raison, pour moi, la grenouille, c'est si tu m'embrasses, je te demande pas de le faire. Vas-y, embrasse-moi. Non. Hashtag MeToo, attention à ce que tu fais, Patrick. Non, mais je t'ai proposé. Enfin, c'était une invite. Oui, c'était un peu autoritaire, mais ok, mais on va attendre. Et peut-être que je me transformerai en prince charmant. Peut-être. Et puis, peut-être que tu la l'es déjà. Qui peut, et peut-être que je le suis déjà. Oui. Et le troisième, c'est, alors, j'adore cette image. Tu sais, c'est le héron, la grenouille qui est dans la bouche du héron. Ouais. Je ne sais pas si tu vois cette image-là, très connue. Et la grenouille qui est en train de se faire avaler par le héron, qui serre le cou. Et donc, le héron ne peut pas l'avaler. Ouais. Et généralement, les Américains utilisent, les Anglo-Saxons, never give up. Et donc ne jamais abandonner. C'est-à-dire que tu as beau avoir la tête dans la gueule du héron, si tu lui serres le kiki, il ne pourra pas te bouffer. Voilà, never give up. Ne jamais lâcher. Abandonner. Et dernière question, tu vas chez le coiffeur combien de fois par mois? Parce que à chaque fois que je te vois, alors soit tu te coiffes pour moi, je suis très honoré. Embrasse-moi, je t'ai dit. Non, mais combien de fois? C'est au moins 4 fois, une fois par semaine à mon avis. Alors, ça sera peut-être pas dans le podcast. C'est une fois, je pense, par mois et demi. Ah ouais? Mais t'as les cheveux qui poussent pas vite alors? J'ai les cheveux qui poussent pas très très vite. Donc, effectivement, j'y suis allé dimanche. En prévision. Pour toi. Et puis demain, j'ai une assemblée générale à Toulouse importante.
Donc, je fais le show. Ouais. C'était qu'une assemblée générale à faire les petits fours, non. Donc, il faut que je fasse un petit speech. Mais non, une fois tous les mois et demi. Non, souvent. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est croisés, il me semble, C'était il y a 3 semaines, un truc comme ça. je commençais à avoir des cheveux que moi je considère longs. Longs. C'est-à-dire que j'ai horreur de, tu vois, derrière les trucs qui commencent à rebiquer. Quand tu mets un col roulé, c'est catastrophique. Ça, c'est mon côté un peu. Moi, tu sais que c'est tous les 2 jours. Et tu vois. Comme quoi, finalement, de nous deux. Ah bah, c'est moi le plus embêté. Et voilà. Trop bien. Merci, Avec plaisir. Patrick, pour cet échange authentique et marrant. Ah oui, j'espère. Bah, moi, en tout cas, Comme j'ai je te l'ai passé dit, j'aime prendre du plaisir. Ouais, t'as pris du plaisir ? Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai Je passé sais un pas ce super que ça moment. donnera. Si, tu vois, ça rend super bien. Les moments où tu rigoles, les moments où il y a de la complicité, où tu parles d'autres trucs, c'est ça qui rend le podcast vivant et le fait qu'on s'assimile à toi, tu vois, qu'on a envie de t'écouter, c'est quand on donne de sa personne que tu as fait aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Donc, le million de vues. Voilà ton Inch'Allah, objectif. si Dieu veut. À la grâce de Dieu. Bah, merci. Merci à toi.